une guerre de gars. Oui, la révolution est en marche. Aujourd'hui, on allons discuter avec la police. Venez. Oui, sur la guerre de gars. Et la police. Ok. Bonjour, je suis présent aujourd'hui parce que Adama Traoré de la Révolution est en marche m'a proposé de venir faire un débat au cœur de la cité de la Rose des Vents pour discuter police-population. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait chiche, bango, on y va. Parce que c'est effectivement, faut aller au cœur du sujet pour réconcilier les gens, c'est pas en étant chacun de son côté qu'on va pouvoir dialoguer. Donc en fait, il n'y a rien de prévu spécifiquement, c'est d'échanger les points de vue pour qu'on essaye de se comprendre et surtout savoir comment on va aller de l'avant tous ensemble. Parce que moi je suis là parce que je suis persuadé, et c'est pour ça que je suis policier, qu'on est au service du peuple. Et de savoir comment on remet cette police au service du peuple et que le gouvernement ou n'importe qui ne la détourne pas de ses missions. Eh ben, elle est de Bobigny. Elle aussi pareil, elle a déjà vécu des actes de délinquance par rapport à certains forces de l'ordre, pas tous. Car des policiers sont très bons, et ça il faut souligner. Ils ne sont pas tous pareils. Après, vous allez avec son envoi, il est là, mais après je ne vais pas quand je quartier. Dans ce sens que tous les 3000 sont au courant, il y a un policier ici. Regardez, il y a des gens. Soit disant normalement, si les deux mecs cassés n'aiment pas la police, normalement ils font quoi? Ça vient un policier, ils font quoi normalement? Mais soi-disant, selon les fantasmes de personnes, beaucoup de personnes. C'est quoi les fantasmes? Les fantasmes, c'est que Marine Le Pen veut pas croire, clairement, c'est que les habitants, surtout issus des quartiers populaires, détestent la police. Lorsqu'ils voient la police, ils veulent les agresser. Lorsqu'ils voient la police, ils ont une haine viscérale. Je suis avec mon haut-parleur, j'ai tourné dans tout le quartier, disant comme quoi il y a un police de 78, de 92, il est un fantasme. Regardez autour de vous. Personne ne vient l'agresser. Tout simplement. Voilà, à un moment donné, ça, les fantasmes, il faut arrêter. Votre mouvement, il veut montrer que c'est encore possible ce dialogue. Non, c'est possible. C'est possible. C'est juste possible, on est en France. On a besoin de la police. Si on peut le contraire, si quelqu'un essaie la police, il va faire quoi? Il va appeler la police. On a besoin de la police. Ceux qui n'ont pas besoin de la police, ramenez-les-moi. Il n'existe pas cette personne-là. Sauf vraiment l'extrême droite qui va faire eux-mêmes la justice. On va commencer le débat par peut-être expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc je pense que ça va être encore toi qui va prendre la parole. Déjà pour commencer, merci à ceux qui sont présents. Il y a 4 mois, au plein cœur du quartier, il y a un petit frère qui s'est fait agresser et ça a choqué toute la France. Jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on voyait dans les réseaux sociaux, lorsqu'on voyait à la télé, lorsqu'on voyait même le maire Béchiza, il était soi-disant offusqué. Aujourd'hui, nous mettons un temps de réunion en place, regardez autour de vous. Même pas un élu, même pas une administration, même pas la police municipale. C'est ça la réalité. Entre les dires et les actions, il y a un fossé. La semaine dernière, on a vécu des actions, il y a la maman qui était présente, il y avait aussi la maman qui était présente, il y avait beaucoup de mamans présentes, il y avait des enfants en plein après-midi, un mercredi. Moi j'étais là-haut, avec une journaliste qui va arriver, elle était présente, elle était en train de m'interviewer. Subitement, on voit 4 motards poursuivre un jeune. Ce jeune tape une voiture, lâche sa moto par terre et prend la fuite. Les policiers, pour l'interpeller, tirent au flashball. Ici, c'était le premier jour de printemps, il y avait plein de monde, c'était noir de monde. Une maman a couru au point de faire tomber son bébé. Son bébé est tombé, mon propre petit-neveu l'a ramassé. Et il y a un jeune qui s'est fait asperger de bombes lacrymogènes, il n'avait rien fait. Il y a une maman, voilà, merci, il y a une maman qui est tombée dans les pommes. C'était juste une scène de chaos, comme on en a rarement vécu à Aulnay-sous-Bois. En sachant que 4 mois auparavant, nous avons vécu une atrocité abominable comme on n'a jamais pu vivre au plein cœur des 3000. Je tiens bien à préciser, cette réunion-là, elle n'est pas là pour pointer du doigt ni les policiers, ni les habitants. Cette réunion-là, elle est là pour trouver des solutions. À un moment donné, critiquer sans proposer, il faut s'interdire. Dénoncer. Michael, voilà, ça fait plaisir. Michael et Éléonore sont des personnes qui vont se présenter après. Dénoncer, sans essayer de trouver des solutions, il faut se l'interdire. Ensuite, je continue sur l'histoire. Les policiers ont stagné là, ici présents, pendant près de 20 minutes, attirant toute la population, attirant toutes les mauvaises graines comme les bonnes graines. À un moment donné, je me suis posé une seule question. Quel est le rôle de la police municipale?
Il y avait la police municipale qui se comportait comme la police nationale. Leur rôle était quoi? D'aller vers la population ou de pointer du doigt la population? D'aller vers la population ou tout simplement regarder la population? De discuter avec la population, avoir un message d'apaisement, avoir un message de savoir vivre ensemble ou mettre leur gyrophare. Eh bien, tristement, chaque chose que j'ai pu dire la deuxième fois, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, les policiers, subitement, sont partis pour donner. Et là, il y a eu des scènes, elle était là, ici présente, elle a tout filmé. C'est une jeune journaliste qui a commencé son premier reportage au plein cœur des 3000 dans le feu de l'action, on va dire ça comme ça. Elle a tout filmé. Et là, même moi, j'ai dit aux jeunes, pourquoi vous courez? Ils m'ont dit, Adama, les policiers tirent partout. Ils ont gazé un autre jeune. Ils ont cassé un véhicule. Des mamans par la fenêtre qui crient justice, qui crient tout simplement le respect. Le constat, il est quoi maintenant? Il y a une plus grande séparation entre la police et les habitants. Là, ici présent, il y a la famille de Théodore qui est venue en message de soutien, qui n'a pas organisé le temps de réunion, qui n'a pas organisé ce rassemblement. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On pointe du doigt tous les policiers, et tous les policiers nous pointent du doigt, ou on se dit, non, il y a certains enfants, certains gamins qui déconnent avec certains policiers. Et il y a certains policiers qui déconnent avec certains gamins, avec certains habitants, avec certaines personnes âgées. Il faut arrêter la stigmatisation perpétuelle d'un ensemble. Et tous ceux qui savent nous passer par rapport à la police. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelait KDF, qui veut dire killer de flics. Et là, ça lui a fait bizarre. Et là, j'ai un policier qui représente 1000 policiers. Pas un, pas deux, 1000 policiers. Il est venu tout seul, main dans la poche, au plein cœur des 3000. Aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'il y a un policier au plein cœur des 3000. Est-ce qu'on voit des sauvageons autour? Est-ce qu'on voit des délinquants autour? Est-ce qu'on voit des personnes qui veulent casser du policier? Bien aussi, pareil, regardez. Ça, c'est un jeune homme qui est sourd et muet, malentendant. Ce jeune homme-là, il s'est pas fait comprendre. Les policiers ont tué son chien en 4000. Cette histoire, elle a fait le tour de toute la France. Allez, explique. Là, Cynthia. Cynthia, ici présente, représente la Révolution est en marche chez les sourds. Avec Quentin, qui fait partie de la France Insoumise, ils vont remettre en place une manifestation en place République. J'espère qu'il va se faire. Aujourd'hui, c'est ça la France. C'est ça le respect. Il y a des personnes à mobilité réduite. Il y a des immigrés en situation régulière. Monsieur qui est là, ici présent. Il y a des Français qui est là, Adama Traoré, ici présent. Il faut arrêter de cloisonner noirs, arabes, chinois, indiens, policiers, médecins. Non. Aujourd'hui, c'est fini cette politique-là. Du tous pourri, on va l'arrêter. Du tous pourri, ça c'est fini. Regardez, monsieur le journaliste de France Info. Regardez, on est combien maintenant? C'est ça la France. C'est ça nous. Nous, on n'a pas besoin d'être 100 000 pour faire valoir nos droits. Nous, c'est juste l'intention. La politique de la quantitative, il faut l'arrêter. La politique de l'association et de l'impression sur la municipalité, on n'en a rien à cirer. Nous, on va commencer petit, on va finir grand. On va commencer petit, on va se faire respecter. On va commencer petit, on va faire montrer qu'on a tous des droits et des devoirs. Et comme les policiers. On va laisser aussi notre ami. Voilà. En gros, notre ami, comment on va le faire honneur? Il y a combien de temps? Hein? En gros, en juillet 2016, son histoire a fait le tour de la France. On l'a vu. Tout le monde l'a vu. C'est qu'ils ont tué son chien, alors lui il expliquait comme quoi il est sourd. Eh bien, ils auraient voulu savoir, ils ont tué son chien. Et lui, par solidarité, vu qu'il prend le rapprochement population-policier, il est venu. Comment se fait-il que la police municipale, elle n'est pas là? C'est honteux. Ça, c'est Michael. L'histoire tragique qu'il y a eu il y a 4 mois. Vous avez dû le voir sur certains médias, c'est son frère. Eux, ça fait 4 mois qu'ils sont battus. Tellement de zappies, qui est parfois malhonnête, ils ont essayé de salir leur famille. C'est une réalité. Et aujourd'hui, ils ont prouvé par la justice que les accusations sont fausses. Ils se battent avec la justice, car eux, comme nous, on fait confiance à la justice, même si elle a 2 vitesses, même si elle est lente. Alexandre Langlois pour en parler, mais voilà, on ne les a pas invités, hein. Et bien ils sont venus d'eux-mêmes.
Ça, c'est la réalité. Donc, déjà, s'il vous plaît, qu'on a l'applaudissement quand même. Qu'on les applaudisse. Parce qu'ils l'ont vécu. Comme Adama l'a dit, de toute façon, on est venu parce qu'Adama, voilà, on est tous du quartier. Nous, on est Aulnaisiens. C'est ce que ça veut dire d'être Aulnaisien. On est une grande famille. Ce qui est arrivé à Théo, à l'hôpital, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, hein. Des petits, des grands, des inconnus, les voisins. On sait que tout le monde est derrière nous, ça on le sait. On vous a remercié, peut-être pas directement, mais toute la famille n'a aucun doute par rapport à ça. On sait que tout le monde est scandalisé par ça et que tout le monde nous soutient. Théo le premier jusqu'à nous. Et merci pour tout le monde, pour tout ce soutien de toute façon. On en a besoin parce que personne ne s'attend à vivre ça. Personne n'est préparé à vivre ces situations-là. C'est arrivé à Théo, ça aurait pu être un autre. Parce que c'était plusieurs à cet endroit-là. On pourra dire ce qu'on veut sur ce qu'il y a eu, à savoir oui, il est comme ci, il est comme ça. Il n'y a rien qui explique ce qui s'est passé en fait. Nous, effectivement, on n'est pas dans... On est tous en colère. On est tous en colère, c'est vrai. Mais dans la mesure où on habite en France et que c'est un pays où il y a des droits, nous on attend simplement la justice. Adama, si on est venu avec lui ici, c'est parce que c'est pour bien marquer le coup, à savoir qu'on n'est pas dans la division. On ne veut pas qu'on nous catalogue comme des bandits, comme des voyous, comme des racailles ou je ne sais quoi. Même si on est des racailles, on a aussi des droits. Parce que ce qu'on appelle des racailles, en fait, c'est nous. C'est nous qui habitons ici, on est des racailles parce qu'on vit dans un quartier où il y a beaucoup de chômage, où il y a beaucoup de délinquance, ce qu'on veut, mais c'est nous qui habitons là. Donc à un moment donné, même avec ça, ben, on demande le respect. Mais c'est vrai que là, moi ce que j'ai envie de dire, c'est on est les premiers à devoir réagir. Pas réagir forcément en cassant ou en criant, mais avec la tête. Si nous tous on se lève et on se respecte, on va commencer à nous respecter. Si nous, on ne se respecte pas, comment vous voulez qu'on nous respecte? Il faut qu'on commence déjà à être solidaires entre nous et à être respectueux par rapport à connaître nos droits. Si on connaît nos droits, on pourra demander le droit. On pourra leur demander de nous respecter. Parce que d'arriver ici et de nous dire que voilà, on a le droit de nous crier dessus, de nous insulter, de ça, non. À un moment donné, on n'est pas d'accord là-dessus. Si on n'est pas d'accord et que tout le monde se met ensemble pour dire qu'on n'est pas d'accord, le message il va être clair. Si on est seul à dire qu'on n'est pas d'accord, le message il va être quoi? Il va être inaudible. Il y en a qui ne vont pas l'entendre. Donc on est obligé de se mettre ensemble. Même si mon voisin il m'énerve, même si, je sais pas, si on se met ensemble pour une même cause, on demande le respect des lois qui sont en vigueur en France, c'est pareil pour tout le monde. Ou sinon, dans ces cas-là, qu'on nous dise clairement qu'on n'est pas d'ici, qu'on n'est pas de ces lois-là, ça ne dit pas à nous. Et là, on saura à quoi s'attendre. Mais dans la mesure où on habite là, qu'on est français, qu'on a des droits, on demande tout simplement à ce qu'on nous écoute aussi. Mais pour ça, il va falloir que nous aussi on se réveille. Nous, Aulnaisiens, nous, Français, qu'on se mette d'accord et qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut qu'on nous respecte, respectons-nous dans les premiers, nous. Donc on est là pour soutenir Adama parce que on est tous du quartier, on est tous nos mamans, tous nos frères, tous nos sœurs, on est tous unis. Si on part ailleurs, on voit un Aulnaisien, on est content de se rencontrer, on se dit bonjour. On voit nos parents, c'est les parents de tout le monde. Nos voisins, c'est les voisins de tout le monde. Donc à un moment donné, on va leur montrer c'est quoi d'être Aulnaisien, c'est quoi d'être une famille. Parce qu'au final, on est une famille. On est tous une famille. Les petits qui sont là, c'est mes petits frères. Les grands qui sont là, c'est mes grands frères. Donc à un moment donné, le message, il est clair. On est ensemble. C'est ce que j'ai entendu tout le temps. On est ensemble, on est ensemble. C'est bien de le dire. Maintenant, il faut le montrer qu'on est ensemble. Quand il y a un appel comme ça, comme Adama le fait, c'est bien que tout le monde vienne pour montrer qu'on est d'accord avec lui dans le sens où on n'est pas dans la guerre. On est dans l'union et pour dire ensemble qu'on veut du respect. Parce que là, il n'y a qu'une minorité. Aulnay, c'est pas que ça. Ça commence là, ça va plus loin, il y en a qui travaillent. Mais ceux qui sont là déjà, on représente les autres. Donc pour ça, nous déjà merci pour le soutien parce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire à tout le monde. Et il faut qu'on nous connaisse dans le bon sens et pas que dans le mauvais sens. Donc voilà notre message à nous. Donc là, je vais laisser la parole à Alexandre Blanc, s'il vous plaît, Franco. Il a osé le jeu. Voilà, voilà quand même. Oui, bonjour. Alors, j'ai joué le jeu, c'était facile, c'est Adama qui m'a proposé. J'avais fait un petit débat avec la France Insoumise dans le sud d'Aulnay, donc j'en ai déjà vu certains d'entre vous. Et il m'a dit maintenant qu'il faudrait venir dans le nord. Moi je connaissais pas la géographie d'Aulnay, il m'a dit non c'est pas pareil, il faut que tu viennes. Bon j'ai fait bah allons-y, parce que je pense qu'il faut remettre le dialogue entre la police et la population. Et c'est pas en restant comme disait Adama chacun chez soi qu'on va faire avancer les choses. Donc ce soir moi je suis venu parce que pour dialoguer, s'il y a des questions, pour qu'on essaye de se comprendre mutuellement. On avait commencé, au parti d'un syndicat, la CGT Police, on avait commencé à dire, nous à notre dernier congrès, qu'on ne pourra pas sauver la police sans la population, parce qu'on est au service du peuple.
On n'est pas au service des gouvernements successifs et des élus. S'ils vont dans le même sens que le peuple, tant mieux. Sinon, on a une priorité, c'est le peuple. Donc à partir de là, on avait commencé à travailler au moment des manifestations contre la loi travail, avec des violences de chaque côté. Donc on dit d'où elles viennent. Et avec Théo, on s'est posé la question aussi, mais il n'y a pas que là qu'il y a des violences de chaque côté. Et il faudrait trouver des solutions pour apaiser ces violences, parce que c'était pas comme ça il y a 30 ans. Il y a des anciens qui me disent il y a 30 ans, 40 ans, on ne travaillait pas comme ça. Et on connaissait les gens dans les quartiers. On ne faisait pas de course-poursuite avec les gens. Un jeune n'avait pas de casse sur un scooter, il n'y avait pas de course-poursuite. On allait sonner chez les parents, on les connaissait. Et puis de façon pédagogique, il disait, pour le jeune, ça avait beaucoup plus d'impact d'aller voir ses parents que de le ramener au commissariat. Et il y a pareil, à cette époque-là, il y avait aussi d'autres choses, ils me disaient les anciens. Ils me racontaient que, si les parents étaient défaillants, c'était pas la police de régler le problème des services sociaux. Il y avait des services sociaux, l'éducation nationale, il y avait tout le service public, et malheureusement, la police nationale doit régler tous les problèmes sociaux, alors qu'on est une police pour régler le problème des délinquants. On est complètement détourné de nos missions. Donc, on veut masquer la dégénérance totale des services publics en général. Donc ce soir, moi je suis venu, je travaille aussi au renseignement territorial dans les Yvelines. Donc dans les Yvelines, il y a un peu de tout aussi. Moi je suis à Versailles, il y a Trappes, il y a Mantes-la-Jolie, les Mureaux, il y a de la campagne. Donc c'est vraiment un panel de l'Île-de-France qui a un peu différents types de paysages socio-culturels, de quartiers. Et ma démarche ce soir, c'est de venir discuter, voilà, parce que on a pu se rendre compte que, tout simplement par manque de dialogue, manque de compréhension, on n'avançait pas. Et maintenant, si on veut remettre la police au service du peuple, encore faut-il savoir ce que le peuple attend de sa police. Donc pour ça, j'ai beaucoup aimé ce qu'Adama m'a proposé. Donc quand il a dit, je dis chiche, on y va. Une semaine après, je me retrouve ici. Parce que quand Adama organise quelque chose, ça traîne pas. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc après, j'ai envie de dire, c'est plutôt à vous qu'allez poser les questions. Je répondrai du mieux que je peux. Pour apporter des réponses, on sera peut-être pas forcément d'accord. Je répondrai du mieux que je peux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai à cœur de résorber ces fractures et qu'à la différence de certains de mes homologues de syndicalistes majoritaires qui sont dans des bureaux et qui ne travaillent plus, je travaille encore sur le terrain, donc je sais de quoi je parle. Voilà, merci à vous d'être là. Moi, je voudrais savoir quel est l'état d'esprit d'un policier quand il rentre dans un quartier. Est-ce qu'il se met tout de suite dans sa tête un bouclier pour se dire je dois me protéger de ces jeunes français, je dis bien jeunes français, pas racailles ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour la stigmation. Donc aujourd'hui, quel est le vrai métier d'un policier? Quel est son état de conscience? Sa maturité? Est-ce qu'il est assez mature pour entrer dans un quartier et dialoguer avec les jeunes de quartier? Voilà ce qu'il faut. Voilà le genre de questions que j'aimerais vous poser. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu le cas de Théo, mais il y a beaucoup de violences policières qu'on ne dénonce pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en allant au commissariat, ils vont rigoler de nous. Alors que nous, on fait notre simple droit de français, de porter plainte suite à une agression. Beaucoup de jeunes se font agresser. Beaucoup de jeunes. On est tous Théo. On est tous Théo ici. Et dans tous les quartiers. On représente tous les jeunes de quartier. Maintenant, moi, c'est ce que je vous pose comme question. Quel est l'état d'esprit d'un policier quand il rentre dans un quartier? Est-ce que c'est le même que lorsqu'il se balade sur les Champs-Élysées, Saint-Germain-des-Prés, rue de Sèvres? Répète la question. Je répète la question en résumé, je résume. Je résume la question, c'était est-ce qu'un policier a le même état d'esprit en fonction du quartier où il va intervenir, donc à Aulnay par exemple, ou aux Champs-Élysées, ou à Saint-Germain-des-Prés? Donc la réponse est non, c'est pas le même état d'esprit. Parce qu'on a... il y a plusieurs raisons. Je vais mettre tout de suite de côté les policiers qui n'ont rien à faire dans la police, qui sont une extrême minorité. Voilà. On va parler de cas généraux pour la grande majorité des policiers. Les policiers, comme vous pouvez le constater, c'est un peu comme dans toute la fonction publique, on envoie les plus jeunes dans les quartiers les plus difficiles, les plus sensibles, où il y aurait besoin d'expérience, d'encadrement et d'ancienneté. Bon, c'est pareil dans l'éducation nationale, c'est pareil dans d'autres services publics. Donc c'est des gens qui viennent de province, la plupart du temps, qui ne connaissent pas les quartiers. Au bout de 2 ans d'ancienneté, c'est un ancien. Je veux dire, 2 ans d'ancienneté, non, on ne connaît rien à la vie, on ne connaît pas le quartier, on ne peut pas être ancien au bout de 2 ans, enfin, théoriquement. Donc après, ces jeunes, ils arrivent avec ce qu'a véhiculé la télé dans leur province. On vient de la campagne, on se dit, moi j'ai vu les images, dans ces quartiers-là, c'est que des endroits violents, je vais être en zone de guerre. Donc la mentalité n'est pas du tout la même que si on va intervenir à Saint-Germain-des-Prés, pour reprendre l'exemple. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est comment on change ça. Parce que bon, ça c'est un constat. Le changement de faire ça, c'est déjà une meilleure formation à l'école de police. Parce qu'une formation aseptisée, très théorique, faite par des bureaucrates, qui n'a rien à voir avec la réalité de terrain, ça ne marche pas. Deuxième chose,
embaucher des policiers qui vont savoir où ils vont travailler. À l'heure actuelle, on a un concours national. Normal, on est la police nationale. Mais après, 90% des gens sont affectés en région parisienne. Et encore plus, dans les quartiers des fois un peu plus difficiles. Donc on pourrait faire comme pour les adjoints de sécurité, embaucher des gens, ils vont savoir où ils vont travailler, ils vont connaître les gens. Donc à partir de là, les policiers, si on leur explique, qu'on remet aussi en place des choses, police-population, comme ça a pu exister à une époque, pour que les gens apprennent à se connaître. Même sans ça, ça existait avant. J'aime bien, je vais donner un exemple que j'aime bien, parce que c'est un ancien. J'ai un de mes copains qui a commencé dans la police, ça faisait 3 jours qu'il était dans la police à Persan. Il entend sur les ondes radio, intervention dans la cité, les collègues de la BAC se font caillasser. Bon, bah il dit on va y aller. Alors l'ancien dit on y va. Bon, parfait. Ils sont 2 dans la voiture. Ils arrivent dans la cité, où ça se caillasse, tire de flashball de l'autre côté. Et mon pote me dit, moi, dans ma tête, on a été du côté des policiers et on a tiré pour disperser tout le monde. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Le sous-brigadier, lui, de 2 ans de la retraite, il s'est mis entre les deux. Il a ouvert la portière, voiture marquée police. Donc du côté de la police, ils ont arrêté de tirer, ils se sont dit, on va pas massacrer un collègue. Et dans la cité, ils se sont dit, oh là là, arrêtez de tirer, c'est GG. Bah est-ce que GG, tout le monde le connaissait, ça faisait 30 ans qu'il vivait là. Il connaissait tout le monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y avait un jeune sans casque, il allait voir les parents. Quand il y avait un problème, il connaissait les gens. Il essayait d'abord de faire de la prévention, et si ça marchait pas, il y avait des services de l'administration et au pire de la répression. Mais il y avait des étapes crescendo, pour pas passer de la case t'as pas de casque, commissariat, interpellation. Donc ça c'était possible il y a 30 ans. Bon, bah, pourquoi on ne pourrait pas le remettre en place? Faire aussi que les gens à l'heure actuelle, les policiers, dans les quartiers d'Île-de-France, mais en Île-de-France en général, ils sont coincés en Île-de-France. Plutôt de les motiver à rester en disant investissez-vous dans la vie de quartier, restez là parce que si vous faites un métier noble, non, on leur dit si comme personne ne veut aller, on vous coince 8 ans et au bout de 8 ans vous pourrez partir. Je veux dire, c'est pas très motivant pour rester là. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de faire le minimum et de repartir chez eux dès qu'ils pourront. Avec aussi une chose importante, c'est qu'on a aussi une politique du chiffre qui n'a pas été abolie depuis M. Sarkozy, quels que soient les beaux discours qui sont passés. Ce qui veut dire que les policiers doivent ramener un certain nombre d'interpellations. Donc étrangers en situation irrégulière, boulettes de shit, tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de faire du chiffre. Du coup, ce que me disaient les anciens, il y a 30 ans, quand on retournait au commissariat, on marquait sur la main courante rien à signaler, quartier calme, on était bien, c'est-à-dire qu'on avait bien fait notre boulot. Maintenant on marque ça, on est des ramiers, on ne sait pas travailler, parce qu'il faut ramener tout et n'importe quoi. Et de préférence de la quantité, pas de la qualité, parce qu'on pourrait comprendre encore qu'on lutte contre les trafics de drogue, oui. Ben, par contre, la petite boulette de shit qui a peut-être arrêté le trafiquant, le truc et l'alimentation de l'économie souterraine. Voilà. Après, petite parenthèse, certains collègues aussi ont avant, pour les boulettes de shit notamment, prenaient la boulette de shit, la mettaient à la poubelle. Il y a quelqu'un qui n'a pas été futé, qui a porté plainte en disant les policiers m'ont volé ma barrette de shit. Donc maintenant tout le monde lance des procédures pour se couvrir. Donc quand il y a des tolérances, effectivement c'était le limite de la légalité, mais tout le monde s'en sortait tranquillement. Toi le jeune pouvait retourner chez lui, le policier n'avait pas de procédure à écrire et tout le monde était content. Voilà, donc après il y a aussi travailler en bonne intelligence, même pas faire respecter ses droits à tout prix, mais se les faire respecter intelligemment pour pas que ça se retourne contre nous après. Ensuite la mentalité aussi, pour reprendre, il y a aussi la mentalité, je vais faire un tout petit aparté, pour dans d'autres quartiers, par exemple mes collègues qui travaillent dans le 6e à Paris, où il y a le Sénat, les ambassades, tout ça. Eux, ils ont une autre mentalité, c'est que pareil, ils n'osent pas bouger, parce que dès qu'ils font quelque chose là-bas, il y a forcément une personnalité qui appelle pour les faire sauter en disant il y a un petit qui va contrôler, là lui il faut le mettre au carré, donc ils n'osent plus non plus travailler. Donc à chaque fois, il y a une police et une justice à 2 vitesses en fonction de qui on est, qui est organisé par nos politiques. Voilà, je vais reprendre l'exemple, parce que j'en ai parlé à Damin en aparté, pour l'affaire Théo. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est par exemple la justice, qui n'a pas les moyens de travailler en France non plus, ça aurait été nécessaire qu'elle fasse son travail rapidement, surtout qu'il n'y aurait pas eu d'autres éléments qui vont sortir du chapeau. Il y a les vidéos, les témoignages et on va s'en rester là. Il aurait été intéressant pour calmer les esprits, pour que chacun sache ce qui s'était passé le plus à même pour avoir une opinion neutre, que ce soit jugé rapidement. C'est toujours en cours de jugement. Monsieur Valls qui prend une baffe de 24 heures. Donc, je veux dire, justice à 2 vitesses. La baffe de Monsieur Valls, que la personne qui lui a collé s'est pris 2 ans pour le savoir, ça n'aurait pas fait des émeutes, ça n'aurait pas crispé les populations. Non, bon, là. Donc, il y a des choses aussi qui seraient intéressantes. Bon, j'ai un peu débordé sur la question, je suis désolé. J'espère avoir au moins répondu au peuple. Voilà, mais bon. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ce qui est fait par la police? Et est-ce que vraiment vous pensez
pouvoir au niveau syndical, faire changer quelques lois, réformer quelques lois, et changer des mentalités aussi peut-être au sein de la police. Alors si je suis là ce soir, c'est que j'ai bon espoir d'y arriver. Hein. Enfin, en tout cas, petit à petit, comme disait Adama, on représente 1000 policiers sur 144 000, c'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà un début. Ensuite, par rapport dans la police nationale, sur le syndicalisme, il faut savoir que les policiers ne se syndiquent pas par idéologie la plupart du temps. Ceux qui sont à la CGT Police, oui, et dans les syndicats minoritaires, sud intérieur, voire des syndicats d'extrême droite comme l'AFPIP, parce qu'il y en a aussi, ou France Police qui est vraiment d'extrême droite. Là, les gens sont par idéologie. Dans les grands syndicats majoritaires comme Alliance, Unité SGP, Alternative Police ou ITSA Police, les gens sont là parce que l'administration a délégué aux syndicats majoritaires la gestion des carrières des policiers. Donc ça veut dire que les gens, pour avoir un avancement ou une mutation, ils sont obligés d'être dans un syndicat majoritaire. L'administration en fait a mis un système en place super subtil. Les syndicalistes majoritaires, les Delage, tous ces gens-là, on leur donne des postes fictifs. Normalement, ils sont responsables d'unité locale, une médaille de la Légion d'honneur. Votre maire, monsieur Béchiza, qui était responsable de Synergie, qui est l'équivalent d'Alliance pour les officiers, est passé en une semaine sous-préfet parce que c'était pas compatible qu'il soit élu régional avec sa fonction de policier. Bon, donc voilà que des bases droits que n'importe quelle personne ici, moi compris, n'aurait jamais dans sa vie. Et c'est pas ce qu'on demande. Donc les policiers, l'administration achète les responsables syndicaux. En échange, ils disent aux gens, maintenant si vous voulez votre mutation ou votre avancement, vous devez adhérer chez nous. Sinon vous ne l'aurez jamais parce que c'est nous qui avons les sièges. Et du coup, ça se passe un cercle vicieux. Aux élections professionnelles, les gens revotent pour où ils ont pris leur adhésion. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, les syndicats majoritaires perdent 1 ou gagnent 1%, mais ça ne change jamais. Et les gens n'adhèrent pas par idéologie. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart de mes collègues n'ont qu'une envie, c'est soit de retourner chez eux. Donc, pour ça, il faut être au syndicat majoritaire, parce qu'ils ne veulent pas rester en Ile-de-France. Ou alors, ils veulent augmenter de grade, le seul moyen d'avoir une avancée pécuniaire. Donc, ils sont prêts pour ça. Mais quand on leur pose quelles sont les idéologies que vous défendez, ils ne savent même pas ce que pense leur syndicat, en fait. Ils n'en ont rien à faire. Après, ce qui me fait espérer, c'est qu'il y a eu le mouvement des policiers en colère, qui avait ras-le-bol de toute cette mafia et qui a été un petit peu déçu de la réaction de notre gouvernement qui dit on est en colère, on ne supporte plus de la mafia corrompue. Il vous a mis à votre service, et M. Cazeneuve qui dit avec M. Hollande, je vais recevoir les syndicats majoritaires. Non, on aurait bien voulu que vous descendiez dans la rue discuter avec nous en fait. Et contrairement à ce qu'a dit M. Cambadélis, qui a dit c'est que des gens d'extrême droite, parce que M. Cambadélis, qu'on n'est pas d'accord, on est au Front National, c'est facile, mais on ne parle pas du fond du problème. Moi j'étais dans ces manifestations aussi à titre personnel, et le fond du débat c'était comment on met la police au service du peuple. Alors tout le monde avait des versions divergentes, mais c'est qu'en discutant tous ensemble qu'on peut avancer. Et il y avait un ras-le-bol de cette mainmise et cette corruption au plus haut de l'état de la police nationale. Donc on a bon espoir, c'est pas gagné, et je sais que nous par exemple à la CGT Police lors de notre dernier congrès, on avait pris conscience en tous les cas que le seul moyen de réformer la police ce serait avec la population. La police ne pourrait pas se réformer d'elle-même, vu que la plupart de mes collègues ont plus peur d'un chef de service avec un crayon qui peut nuire à leur carrière qu'un délinquant qui peut être armé. Donc je veux dire, à partir de là, on a inversé la logique. Quel est le message que vous voulez faire passer à vos collègues, principalement? La question est quel message je veux faire passer à mes collègues? Mes collègues, c'est de leur dire déjà que Adama m'a invité. Je suis au cœur de ce qu'on appelle une cité dite sensible. Je suis arrivé en RER, j'ai pris le bus. Bon, ce cas, Adama était injoignable. Ça, c'est la petite anecdote. Mais tout s'est très bien passé. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Toujours pareil, c'est arrêter la stigmatisation. C'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui posent problème, 90% des gens, voire 99%, on va pas faire de sondage, mais voilà, veulent vivre tranquillement dans leur quartier. Point. Ils veulent pouvoir se déplacer comme tout le monde. En sécurité sur le territoire. Donc le message c'est arrêtons la stigmatisation, venons discuter avec les gens, c'est possible de résister à notre hiérarchie et aux pressions politiques pour faire notre travail de policier pour lequel on est rentré, parce que ce qui est malheureux c'est que dans la police nationale, suite à la perte de sens de notre métier, on a un collègue qui se suicide par semaine et un plein qui part de burn-out. Malheureusement c'est les meilleurs qui voulaient faire avancer la chose et qui ne se reconnaissant plus dans ce qu'on leur demandait, pètent les plombs mais contre eux-mêmes. Donc le message, allez vers la population et reprenez votre service pourquoi vous êtes rentré. Là, vous avez parlé de policiers sans expérience. Je veux bien l'admettre. Et vous êtes contredit qu'il y a toujours un brigadier qui a l'expérience pour les soutenir. Deuxièmement, en tant que syndicaliste, tous les syndicats policiers, on n'en a pas entendu un seul syndicat condamner, par exemple, l'affaire de Théo. On ne l'a pas entendu, vous n'avez pas été médiatisé. Voilà, ça c'est pour qu'il puisse y avoir une confiance entre la police et la population, et notamment les jeunes, il faudrait peut-être investir la cité. On ne voit pas les policiers que pour aller braquer quelqu'un.
Vous allez en entendre dans un immeuble, pas aller on défonce les portes et puis on s'en va. Et comme il a dit Adama, voilà, on poursuit un jeune et puis hop, on fait un flashball et hop, on s'en va. Nous, on voudrait voir la police constamment. Nous aussi, on a besoin d'être protégés, de se sentir protégés. On en a marre de l'incivilité. On le constate, même les mamans, les papas et tout. Nous, on prend nos enfants, mais quand ils sont dehors, ben, ils n'ont plus peur de rien. Parce qu'ils ne voient pas l'autorité. Vous voyez pas, allez dans le quartier sud, vous faites un petit zigzag, vous avez le fourgon de police qui arrive. Vous voyez la police partout. Ici, qu'est-ce que vous voyez la police? La police, on la voit quand il y a un événement. Et d'ailleurs, regardez, normalement, un rassemblement comme ça, il devrait y avoir des autorités pour protéger. Ne serait-ce que vous protégez vous. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et pour qu'il puisse y avoir, s'il n'y a pas de condamnation de votre part, vous en tant que syndicaliste, de dire nous on se désolidarise de ces personnes-là, ils n'ont rien à voir dans la police. On n'est pas contre la police, au contraire on a besoin de la police. Mais il faut reconnaître, ne pas être corporatiste et de dire on ne dit rien, on ne peut pas. Non, il faut condamner ce qui est condamnable. Comme nous on condamne, quand il y a un jeune qui fait des bêtises, on le condamne. Il y a des anciens, il n'y en a quasiment plus en fait. Hein. Les anciens, malheureusement, il en faudrait, mais au bout de 2 ans, on ne peut pas dire que c'est un ancien. Ils ont une formation quand même. La formation n'est pas adaptée. C'est ce qu'on dit par exemple, je reprends toujours l'exemple, par exemple le RAID, qui est une unité prestigieuse de la police nationale. Les gens ne peuvent y rentrer en général que quand ils ont 30 ou 40 ans et qu'ils sont pères ou mères de famille. Parce que ça pose le décor. Un policier, c'est pareil pour tout le monde, ne réagit pas de la même façon à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc aussi, il faudrait mettre aussi des gens qui ont l'expérience de la vie. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas dans une école, ça ne s'apprend nulle part, il faut le vivre. Ça s'apprend au fur et à mesure et on est plus posé quand on a une famille, qu'on est responsable, que quand on est un plus foufou dans la vingtaine. Donc il y a ça et malheureusement, en Ile-de-France généralement, on n'a quasiment plus personne au-dessus de 30 ou 40 ans. Donc ça pose un sérieux problème sur le terrain. Ensuite, on n'est pas responsable malheureusement, nous, sur ce qui s'était passé pour Théo, on a dit, ce qui s'est passé est scandaleux. On n'a pas tous les tenants et les aboutissements, mais dans tous les cas, le résultat n'est pas normal. Donc voilà, après qu'on a été inaudible dans les médias, malheureusement, ça, c'est pas de notre fait. Et je vais dire aussi un deuxième syndicat qui avait pris parti aussi, c'était Sud Intérieur, qui était sur la même ligne et qui n'a pas non plus été pris par les médias. Après, ça, on n'est pas responsable, mais on n'est pas tous dans la même ligne. Sachant... Alors ça, on avait été plus loin, on va en reparler aussi. Ça, c'était mes copains d'unité SGP. On avait juste fait un petit commentaire Facebook en disant que malheureusement, le racisme, c'est pas police contre la population, c'est réparti partout. Et on avait tenu à rendre hommage à nos collègues CRS antillais, dont un s'était suicidé parce que sa hiérarchie n'arrêtait pas de le traiter de banania. Donc en fait, c'est pas un problème policier-population, c'est un problème, c'est qu'il y a des abrutis partout et ça malheureusement c'est très bien réparti. Bon, donc à partir de là, voilà. Moi ma question, Il va répéter. Moi ma question c'est de savoir comment on rentre dans la police aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une formation adéquate au niveau de la gestion du conflit? Est-ce qu'il y a une formation adéquate au niveau tout simplement de la gestion de leur propre orgueil? Parce que souvent c'est un combat de coq plus qu'autre chose. Est-ce que le jeune va flancher? Est-ce que le jeune va finalement accepter l'autorité ou non? Ça se transforme souvent en combat de coq. Et on se demande pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils sont là pour jouer aux héros? Est-ce qu'ils sont là pour défendre la population? Est-ce qu'ils sont là pour faire tampon justement entre le gouvernement et la population? Comment ils sont sélectionnés? Comment ils peuvent arriver à être sur le terrain aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite? Moi j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne à ce niveau-là. Alors la plupart des gens, les motivations, c'est pour être au service du plus faible contre le plus fort. Et voilà, donc jusque là. Non mais c'est la motivation de base, parce qu'après il y a la formation à l'école de police. Donc déjà il y a il y a un concours d'abord avec des tests. Donc juste petite anecdote sur les tests, on a le test psychologique de la SNCF, parce que la police nationale n'a pas estimé qu'on avait un métier similaire qu'aux agents de la SNCF. Je n'ai rien contre les agents de la SNCF,
mais on n'a pas les mêmes métiers. Deuxième chose, sur les tests, c'est axé sur l'écrit, savoir comment on connaît les textes, la rédaction, etc. Moi je sais que j'étais à l'école de police avec un collègue qui était très fort au niveau des interventions, des mouvements, etc. Malheureusement en écrit il était moins bon, il n'a pas été gardé. Donc on a besoin à la fois de personnes qui écrivent et à la fois de personnes qui savent capables d'intervenir convenablement. Ensuite l'école de police, on y est. C'est très théorique, très aseptisé, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et une chose qui a été encore aggravée récemment, c'est que comme ils n'avaient plus de policiers, on avait 1 an de formation et 3 mois de stage de terrain pratique. On avait 1 an de formation et sur ces 1 an, on avait 3 mois de... Enfin, ça c'est avant, ça. On les fait une fois qu'on est rentré. Donc les tests, donc ça c'est le concours. Une fois qu'on a le concours, on a 1 an de formation. C'était avant ça. Avant, il y a 1 an de formation, on avait 3 mois de stage. On nous envoyait dans un commissariat pour apprendre sur le terrain la vraie vie. Les 3 mois de stage, ils les ont supprimés. Maintenant, on n'a plus que 9 mois d'école théorique et aseptisée. On n'a même plus ces 3 mois qui étaient juste un vernis. Hein. On les a même plus. Et pour les adjoints de sécurité, mon petit frère est rentré dans la police en tant qu'adjoint de sécurité, donc ils ont 3 mois de formation. Et lui, sur son évaluation, il a marqué faute de formateur, pas évalué. Ils ont dit vous apprendrez plus tard. C'est pas grave, on vous envoie parce que nous on a fait des promesses électorales qu'il fallait qu'on mette tant de policiers. Mais les conditions dans lesquelles vous les envoyez, c'est à la fois dangereux pour le policier et pour la population qui va protéger. Donc c'est complètement catastrophique. Ça c'était sur la formation et après... En tant que professionnel, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme idée pour pouvoir changer ces méthodes de recrutement déjà? Les méthodes de recrutement, avant il y avait quelque chose qui faisait la différence entre les gardiens de la paix et ceux qui étaient enquêteurs. Il y avait d'un côté les gens qui intervenaient sur le terrain plus et ceux qui étaient plus dans la procédure. C'est 2 métiers complètement différents et on n'a pas besoin des mêmes personnes et des mêmes choses. Moi vous me demandez de faire une intervention de police, j'en suis incapable, je fais n'importe quoi, donc voilà. Quand vous me demandez d'écrire, je suis incapable d'écrire, donc chacun son travail. Donc remettre déjà une distinction entre les deux, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences dans un domaine qui n'ont pas dans l'autre et c'est dommage de se priver de gens très pointus dans un côté et de dire bah, ah là t'es que moyen donc on veut pas de toi. Ensuite la deuxième chose c'est de mettre les moyens aussi. C'est un deuxième exemple donc d'un collègue, l'ancien secrétaire général de la CGT Police, il était affecté à Maison Lafitte. On lui a dit quand il est arrivé tu vas être dans la brigade d'élite. Il a dit moi vous me mettez où vous voulez, je m'en fiche. Cette brigade d'élite en fait parce qu'ils avaient des statistiques de malades. Ils avaient 90 affaires résolues par mois. Dans leurs 90 affaires résolues par mois, il faut comprendre qu'ils allaient tous les jours à 16h45 à la gare. Ils faisaient 3 boulettes de shit ou étrangers en situation régulière. À 17h15, affaires résolues. Et on est des génies. On lui a dit je suis pas rentré dans la police pour faire ça. Donc au bout d'un moment, donc, on l'a mis au placard. Et au bout d'un moment, sa chef de service, on a eu ras-le-bol. Et elle dit bah allez, prends les 3 autres casse-pieds comme toi et faites ce que vous voulez. Donc ils ont dit bah nous on va faire de la police. Pourquoi on est rentré? Donc ils allaient voir les associations, les commerçants, les gardiens d'immeubles, ils allaient faire les sorties d'école, ils discutaient aux gens, ils disaient bon, n'appelez pas le 17 si vous avez un problème, voilà notre numéro de portable, vous nous appelez, vous tombez sur nous. S'il y a quelque chose, on viendra vérifier, s'il y a quelque chose de grave, on interviendra, et s'il n'y a rien, au moins vous serez rassurés. On n'ira pas se moquer de vous parce qu'on est là pour assurer la paix publique. Donc ça s'est bien passé. Les autres étaient jaloux du coup, les anciens de la brigade. Donc ils sont allés les voir, et il y a un cafetier, ils prenaient le café tous les matins, et le cafetier leur dit il y a vos collègues en civil qui sont venus me voir, ils m'ont demandé s'il y avait des policiers en uniforme qui prenaient le café chez moi. Je vous ai couvert les gars, j'ai dit non. Il a dit au contraire, dites-leur oui, c'est pas caché dans leur commissariat qu'ils savent comment ça se passe dans le quartier. C'est en prenant le café chez vous qu'on prend le pouls de la journée. La seule chose qu'on pourrait nous reprocher, c'est que c'est pas l'administration qui paye notre café parce qu'on travaille, on le paye de notre poche. Bon, résultat des courses avec la politique du chiffre, avec la réduction des effectifs, on a dû fermer une des 2 brigades. La brigade qui a fermé, le directeur départemental a dit moi dans mes statistiques, j'ai besoin des beaux camemberts, des belles stats, donc on va fermer celle qui fait 10 affaires par mois. Malgré la pétition des associations de quartier, des gardiens d'immeubles, même le maire de la ville avait signé avec la CGT Police et le maire de Maison Lafitte, c'est monsieur Jacques Millard, qui est carrément à l'opposé politiquement, mais qui s'est dit moi je veux une police qui assure la sécurité et la sûreté publique dans ma ville. Je veux pas des camemberts statistiques, donc ça dépasse les enjeux politiques, c'est vraiment au service du peuple. Donc ça on pourrait le remettre en place, ça coûte de l'argent, ça coûte des moyens, mais ça économise des tensions, ça économise de la casse, ça économise de l'incompréhension. Et je pense qu'au final, humainement, on y gagnerait beaucoup. Je me dis, pourquoi alors
pourquoi les policiers, certains, enfin les jeunes policiers ne veulent pas aller en région parisienne. Environnement, parce que sur l'île de France, il n'y a personne qui veut y aller quasiment. Les policiers, ceux qui ont été un moment, ils veulent repartir. Et après Marseille, c'est l'endroit le plus facile d'un policier qui part de l'île de France. C'est Marseille la destination la plus facile. Donc après, il n'y a pas spécialement, même les Marseillais sont affectés à Paris, mais il y a quand même peu de Parisiens qui sont affectés de base à Marseille. Il y a déjà une haine entre le PSG et Marseille, alors qu'il y a un Marseille électrique avec un banlieusard. Il suit. C'est ça le problème. On est d'accord, on aimerait bien que les policiers puissent savoir, avant de s'engager, savoir où ils vont être affectés. On leur dit, vous serez affectés là, et prendre des gens qui sont en connaissance de cause et leur dire, vous allez habiter là, vous allez connaître le quartier, enfin qu'il y ait des choses en plus pour le lieu d'affectation. Mais malheureusement, c'est pas l'ordre du jour. Par contre, je suis d'accord que si les gens connaissent le quartier où ils travaillent, ça se passe toujours mieux. Et ça, c'est prouvé dans tous les endroits où des collègues ont fait 20 ans de carrière au même endroit. Les tensions sont vachement plus lentes. Et quand un collègue a un problème, il va le voir lui en disant, tiens, tu pourrais me renseigner, il a l'information. Et inversement, les gens du quartier où il travaille vont le voir lui parce qu'ils savent que lui, bah, il est respectable, ils le connaissent et qu'ils seront respectés. Donc, ce serait une bonne idée. Mais alors, par contre, à qui profite le crime, quoi? Ils veulent pas aller en région parisienne parce qu'ils sont pas de région parisienne. Au-delà de ça, bah non mais en fait ils sont pas de région parisienne donc ils veulent pas y aller. On trouve pas de travail dans sa province donc on se dit je passe un concours et j'ai une chance de revenir chez moi grâce à l'administration. Ce qui est vrai, mais ça va prendre 10 ou 15 ans et personne se dit quand je vais sortir j'aurai peut-être la chance, je croise les doigts d'être dans les 5 ou 10 qui ont un poste directement chez eux. Je ne ferai pas partie des 300 qui vont se retrouver contre leur volonté en Ile-de-France. Donc les gens veulent pas y être. Ouais, mais est-ce que aussi au sein de la police on ne stigmatise pas aussi mais les médias font... Non, mais ils ont cette image à cause des médias. Donc à un moment donné, comment on peut agir aussi par rapport à ça? Parce que nous on est là, on est de bonne volonté, on est là, on essaye de discuter avec la police, d'échanger avec eux gentiment. On peut le faire avec certains et pas avec d'autres. Du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Les médias, quand ils rentrent chez nous, on leur dit vous vous cassez, vous restez pas là, vous parlez pas de nous, machin. Ou les politiques, on va leur tirer les oreilles, ou voilà. C'est tout ça qu'il faudrait voir, changer, et comment on peut le faire. Parce que nous, on est là, on a cette envie de faire changer les choses. Sauf qu'on voit bien qu'il y a un plafond de verre et qu'on ne peut pas le dépasser parce que monsieur A et monsieur B ont décidé que non, ce sera comme ça et pas autrement. Parce que oui, vous avez envie de faire avec nous, parce que vous avez besoin de nous. On a besoin de personnes comme vous aussi. Sauf qu'au-dessus, au-dessus, on ne vous laissera pas faire comme on ne laissera pas faire. Personne ne veut nous laisser faire. C'est pour ça que c'est que tous ensemble, on pourra être plus forts. Quand ils auront compris qu'on marche main dans la main, déjà, ils vont commencer peut-être à réfléchir. Donc à partir de là, après, on n'arrivera pas forcément à changer le monde tout de suite, mais c'est la démarche d'Adama que j'ai aimée, c'est qu'on va amener notre goutte d'eau, et puis après peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'y mettre, et au fur et à mesure peut-être que ça évoluera. Après sur l'image qui est relancée, c'est que c'est même pas l'Île-de-France parce que c'est l'Île-de-France, c'est qu'on a envie de retourner dans sa région. Moi le premier, si je pouvais retourner en Bretagne, je retourne en Bretagne, c'est pas parce que j'aime pas l'Île-de-France, c'est que je préfère être chez moi, et la plupart des gens préfèrent retourner travailler dans l'endroit où ils ont leur famille, où ils ont grandi. Je veux dire, c'est compréhensible. Je disais ça, c'est par rapport à la méchanceté de certains policiers en fait, vous voyez. Parce qu'en fait ils arrivent déjà avec une image négative. C'est plus par rapport à ça, ils arrivent déjà avec l'image de on va dans les quartiers, il y a que des voyous, il y a que des racailles, il y a que des machins, il y a que des arabes, il y a que des noirs et patati patata. Alors que en fait, chez nous, il y a plein de richesses. On est super solidaires, on est super chaleureux, on est accueillants, on rigole tout le temps, enfin voilà, on est dans le partage. Alors qu'on va là. Mais à chaque fois, ce qui passe à la télé, c'est des racailles, c'est des mecs qui roulent en moto ou en scooter sans casque, machin. Et puis les policiers qui arrivent comme ça, qui jouent les durs. Voilà, à un moment donné, il y a un problème de formation. Bon, les médias, ils font toujours ce qu'ils veulent, on ne pourra pas les contrôler. Par contre, ce qu'on peut changer, et ce qu'on peut demander, c'est qu'on ait des formations. Les formations, s'il y avait des gens, on leur disait maintenant vous allez faire, au lieu de dire regardez ce qui se passe à la télé, formation, vous allez dans le quartier où vous allez travailler, ou dans des quartiers où vous pourriez travailler si vous restez sur l'ancien système, allez discuter avec les gens, voyez comment ça se passe, regardez par rapport à ce qu'on vous a mis dans le crâne, ça n'a rien à voir. Parce que
Évidemment, moi j'ai grandi ma jeunesse en Bretagne, et après à partir de mon adolescence en Ile-de-France. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'être dans un département où il y avait de tout. Moi j'ai un cousin qui a grandi au Mureau, moi j'ai grandi à côté de personne. Donc je pouvais tout voir, moi quand je suis arrivé, j'ai jamais eu de problème à travailler dans des zones dites plus difficiles. Parce que je savais que moi, mon cousin avait grandi à côté, j'allais le voir le week-end. Donc à partir de là, c'est une fois de plus casser les préjugés de ce que peuvent être véhiculés par les médias ou par n'importe qui, et venir dire aux gens, le plus simple, c'est pas des grands discours, c'est venez voir comme je fais ce soir. Si on avait une promotion de policiers qui sort d'école, on dit tiens, on va faire un petit débat à Aulnay ou dans le quartier populaire à côté. Avec tout le monde peut venir, échange tranquille. Je veux dire, ça porterait vraiment, je pense que ça apporterait quelque chose. Parce que les gens, déjà, ils sortiraient d'école en se disant, moi j'ai vu dans tel endroit, c'était tranquille, pourquoi ce serait différent ailleurs? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi, en tant qu'agents, enfin policiers, ils ont aussi leur hiérarchie, et peut-être que, voilà, lui, il est sur son temps de travail, il aurait aimé venir, mais sa hiérarchie, peut-être que l'on empêche aussi. Il y a aussi ça qui fait qu'ils ne sont pas vraiment libres de faire ce qu'ils veulent aussi, peut-être. Alors la hiérarchie nous fait qu'on est impossible d'être libre, donc ça c'est vrai. Voilà. Dès que vous pouvez être sanctionné pour tout et n'importe quoi, voilà. À titre de comparaison, un commissaire il y a un commissaire qui avait tué un enfant en état d'ivresse avec sa véhicule de fonction à l'ambassade de Sanaa en 2010. Sa sanction administrative, c'était de finir sa carrière chef DRG à Ajaccio. Je veux dire, non, voilà. À l'inverse, un de mes collègues qui était cuistot dans une CRS avait pris des steaks périmés pour ses chiens, il a dit je les prends, il a été poursuivi par l'administration pour vol et demandé de révocation. Donc en fonction de son niveau dans la hiérarchie, on n'a pas les mêmes sanctions. Après c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que les policiers, à l'école de police, on nous formate à obéir aux ordres sans réfléchir. Il y a un formatage, on rentre d'une certaine façon, on ressort d'une autre façon. Et c'est pas une formation, pour moi c'est un formatage. Donc on remet déjà une formation plutôt qu'un formatage, on aura fait un grand pas. Et pareil, un petit peu comme partout, quand les policiers de la base, gardiens de la paix, auront compris que sur 144 000 fonctionnaires, il n'y a que 1900 commissaires, et que finalement sans nous ils ne peuvent rien faire, et que nous, on doit être au service de la population, on aura fait un grand pas. Donc c'est remettre les choses dans le bon ordre, et effectivement on va se heurter à des intérêts particuliers de notre hiérarchie, mais aussi de nos politiques. Parce qu'en fait, le changement, il fait bien aussi. Après, par contre, on se mettra à faire du lobbying. On fera du lobbying une fois qu'on aura ceux qui sont... En fait, il faut que ça parte en haut et que ça parte en bas, mais en même temps, ça puisse... Enfin, moi, c'est mon avis, après, je sais pas. De toute façon, si on laisse la situation comme ça, qu'il y a une minorité qui profite de la situation, si on les laisse tranquilles, ils n'ont pas de raison que ça change. Parce qu'il y a des gens qui se passent dessus, qui détournent les sujets importants, et eux, ils continuent d'être bien à l'aise dans leur beau quartier. Tant mieux qu'ils soient à l'aise dans leur beau quartier. C'est pas la question, mais qu'ils pensent aux autres, qui veulent juste... Ceux qui nous ternissent le quartier et qui salissent le quartier. Parce que personnellement, je préfère vivre dans mon quartier que d'habiter dans le 16e. Ça, je partage. Mais dans le sens, c'était pas dans ce sens-là, je veux dire. Ouais, non, mais c'est dans le sens qu'ils laissent des situations de conflit s'installer, alors que ça pourrait être réglé. C'est dans ce sens-là. Mais moi, je dirais même pas ça. Hein. Si on avait encore négatif, mais c'est même pas. Ils laissent pas des conflits s'installer, c'est eux qui installent. Mais encore pire, on est d'accord. Donc, on est d'accord. Non, mais ils installent, ça on l'avait déjà dénoncé, on s'en fout. Non, c'est eux qui. On n'a pas de problème. Donc ils l'installent, mais c'est ça qui est grave. Les gens veulent juste vivre tranquillement, les policiers veulent juste faire leur petit travail. Et tout le monde est instrumentalisé pour détourner l'attention de notre problème. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire que qui vivent dans le quartier, c'est pas question, mais qui ne viennent pas faire chier les autres chez eux, en fait. Voilà, chacun fait de la place pour tout le monde. Donc sur le Front National, déjà, je vais faire juste l'analyse parce qu'on pose souvent la question, en tant que syndicat de police, normalement on ne fait pas de politique, on fait du lobbying sur les politiques pour qu'ils adhèrent à nos positions. Donc sur le vote Front National, il y a eu M. Cambadélis qui nous a fait beaucoup de mal au moment des manifestations des policiers en colère, qui a dit c'est des gens du Front National. Bon, le Canard enchaîné avait rétabli la vérité en disant ils ont fourni un mec Front National clé en main à la presse, sans que personne n'ait vérifié. Le Canard enchaîné, au moins je les aime bien, ils rétablissent les choses avec humour. Ensuite, la deuxième chose, il y a deux sondages qu'on met souvent dans les dents, du Cevipof ou je ne sais plus qui là, qui dit 52% des policiers vont voter Front National. Alors ils ont trois sondages, le premier il n'y a pas d'échantillon représentatif, il n'y a pas sur l'échantillon sur lequel ils ont fait, on ne sait pas combien ils ont interrogé de policiers. Le deuxième c'est sur 380 et le dernier sur 580, voilà. Par contre la catégorie c'est
policiers et militaires. Et on ne sait pas les proportions entre policiers et militaires dans le sondage. Donc l'échantillon est ridicule et en plus on n'a pas de répartition entre les catégories. Donc voilà, c'est important parce qu'il y a un deuxième sondage et là c'est important. On nous a dit aussi à un moment où 60% des policiers ont voté Front National parce qu'il y a un bureau de vote qui est chez moi à Satori où les gendarmes et militaires, mais pas les policiers, votent. Et ce bureau de vote où il n'y a que des gendarmes et des policiers a voté à 60% Front National. Donc déjà il y a plein de gens qui ont extrapolé à 70%. Bon, déjà si les militaires votent à 60%, déjà la police sur les 50% estimés, des gens en chutent encore. Ensuite, troisième point, aux élections professionnelles. Donc, les élections professionnelles, il y a un syndicat dans la police nationale qui s'appelle France Police, dont le secrétaire général est élu municipal Front National et se revendique de faire du syndicalisme pour le Front National, est arrivé 15e organisation syndicale sur 15 au ministère de l'Intérieur, avec 0,0 je sais plus combien. Donc un score ridicule. Donc dans les faits, il y a des gens qui votent Front National, il y a des gens qui votent, mais pas plus, pas moins que dans l'ensemble de la population. Après, il y a un dernier truc aussi, je suis sur certains forums policiers sur Facebook. Il est quelle heure? Bon ben je finis ça et j'y vais. Et sur les forums policiers, il y avait à un moment, il y avait le jugement qui a été rendu pour mon collègue de Noisy-le-Sec qui avait tiré. Moi j'avais dit que c'était complètement idiot d'aller manifester devant une décision de justice encore plus rendue par un tribunal populaire. On peut faire d'autres choses en disant voilà. Donc voilà, donc en plus ils ont dit les magistrats ont pas fait leur travail, blablabla. Donc Unité, GP, Alliance et tous les clowns qui sont allés devant n'ont même pas regardé qu'une cour d'assises, c'est des gens qui sont tirés au sort. Après on peut voir aménager au niveau administratif, mais le rôle de la police c'était pas de manifester contre la justice. Donc sur les postes, moi je me suis dit, allez provoque, j'envoie ça, il n'y a que des policiers sur ce forum. Il y en a 6 qui ont monopolisé la parole, c'est scandaleux tes propos, nanana. Par contre, le petit clic des gens anonymes, 50 j'aime le post. Donc, je veux dire, il y a une majorité des policiers qui n'osent pas aussi prendre la parole, qui ont peur des autres, qui ont des gros bras, qui disent attends, tu penses pas comme nous, on va te... Hein, voilà. Donc, et là, sur un forum Facebook, tout bêtement, il y a, donc cette affaire est très récente, il y a 15 jours, 3 semaines, 6 qui sont venus faire du débat, et c'est leur opinion, c'est leur droit, c'est pas la question, mais une cinquantaine qui ont juste cliqué j'aime en disant bah voilà, le post du collègue, oui, ça a du sens. Donc, voilà, pas plus, pas moins, donc il n'y a pas raison de faire une fixette là-dessus, et une fois de plus, par contre, au contraire, arrêtez de rentrer dans le panneau, parce qu'on ne parle pas des vrais sujets. Pendant qu'on dit la police, qu'est-ce qu'elle vote, on ne parle pas du reste. On ne dit pas ce qu'il faut voter les élus, voilà. les ministres et là-haut. Donc une dernière phrase pour clôturer donc ce rassemblement. Comment avez-vous ressenti justement, comment avez-vous senti ce rassemblement? Bah bien, moi j'étais content. Déjà on avait le soleil, donc c'était bien vu que la mairie ne nous avait pas prêté de salle. Ensuite, bah, on a bien discuté. Enfin, moi j'étais content de l'échange, on a pu échanger, on n'a pas forcément terminé d'accord. J'ai pu essayer d'apporter tout ce que je pouvais comme réponse avec les moyens que je pouvais. Après les réponses n'étaient pas forcément satisfaisantes, mais au moins on essaye de construire quelque chose pour aller de l'avant. Une expérience à refaire? Une expérience à refaire, moi j'aimerais bien, c'est le combat de la CGT Police en tous les cas, le combat d'Adama, et je crois qu'en fait 80% des gens voudraient que ça se passe bien à tous, voilà, à tous, donc à refaire, et puis bah voilà, moi le message que j'ai envie de passer, c'est messieurs les policiers, adhérer à la CGT. Moi j'aimerais intervenir vite fait. Moi je pense que c'est malheureux que certains policiers ne dénoncent pas, on va dire, ce qui se passe. Peut-être qu'ils penseraient violer un code d'honneur qu'ils ont entre eux. J'ai la réponse aussi, malheureusement. On a le cas d'un collègue à Marseille qui avait fait la une des journaux à la Bac Nord, qui avait dénoncé le reste de ses collègues qui faisaient du trafic de stupes et qui racketaient les dealers. Et puis dans une mission de police. Il était courageux, ça. Il a été courageux. Le procureur l'avait su, l'administration, le préfet, le directeur départemental avait dit je ferme les yeux, je veux pas. Il avait continué, il avait été voir le procureur. Le procureur avait mis sur écoute les voitures. Ce qu'il avait dit a été prouvé. À l'heure actuelle, donc ça c'était il y a 2 ans, tous les collègues de cette Bac Nord ont été réaffectés, toujours dans la police. Et le seul qui est toujours dehors, c'est celui qui a dénoncé les faits. Donc l'administration fait tout pour que rien ne se sache, rien ne fuite. Donc en fait, c'est pas, ça même pas, en fait, dans la mentalité de nos directeurs et tout ça, c'est même pas de couvrir en fait. C'est pas de vague, parce que moi dans ma carrière de commissaire, si je veux mon avancement, faut pas qu'on puisse me reprocher ça. Donc c'est même pas couvrir, c'est juste, je veux pas le voir parce que moi ça va me niquer mon avancement. C'est même pas une question de solidarité ou de profession, c'est une question de je veux ma carrière et je suis prêt à tout enterrer pour ça. Donc après le collègue, ça donne pas envie de le faire plus quoi.
Il dit je vais faire le minimum, moi j'ai une famille à nourrir, voilà, mais je vais pas m'emmerder à me battre. On a un autre collègue encore à Marseille, c'est malheureux, mais c'est encore là. Il avait dénoncé des problèmes d'amiante dans son commissariat, des scellés qui avaient disparu. C'est lui qu'on a emmerdé, qu'on a harcelé. Voilà. À Bondy, on a une collègue juste à côté. Pareil, elle faisait son travail, sa chef de service l'aimait pas. Elle l'a harcelé, elle l'a mis en dépression. Dans un contexte où j'ai certains de mes collègues qui sont fait assassiner chez eux parce qu'à Magnanville, dans mon département, elle a envoyé une patrouille de police, son adjoint, à dire à tout son quartier, elle est policière, elle a dû vendre sa maison. Et après, elle l'a sanctionnée parce qu'elle manquait de disponibilité pour le service parce qu'elle était en arrêt maladie. Maintenant, elle est au tribunal, mais je veux dire, on arrive à des choses comme ça. Un autre collègue, dans sa vie privée, qui assistait à un match de foot, il a été pris dans une risque, pénalement reconnu victime d'avoir été pris à partie dans une bagarre, enfin je veux dire, voilà. L'administration l'avait viré. Quand ils l'ont réintégré dans la police, au bout de 9 ans de procédure, parce qu'il a dû aller jusqu'en appel, l'administration a dit on a été trop violent il y a 9 ans, on aurait dû vous mettre une mise à pied. Donc on va commencer par vous mettre 2 mois de mise à pied. Et le plus flippant dans tout ça, on avait M. Philippe Pichon, un commandant de police, qui avait dénoncé l'usage du fichier STIC en disant c'est n'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi, 80% c'est nul. Son chef de service lui a dit moi je t'avais juste demandé de me dire que ça allait bien. Il avait donné à la presse. Son collègue journaliste à qui il avait confiance a publié la fiche STIC de Jamel Debbouze et de Johnny Hallyday. Donc du coup il a été emmerdé, viré de la police. Bon pareil, le Conseil d'État l'a réintégré il y a 2 ans. Il dit on vous réintègre parce que voilà, faute disproportionnée, vous avez fait une faute, vous l'avez reconnu. Par contre, vous méritez de retourner dans la police. Il s'était placé en tant que lanceur d'alerte en plus, en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur Cazeneuve a dit moi je l'aime pas, je le réintègre pas. Vous avez qu'à me réattaquer pour demander à la Conseil d'État que je me forçais à appliquer la décision qu'il a décidée. C'est-à-dire que notre ministre, la justice, il fait des confettis avec. Donc à partir de là, le policier lambda, comme 80% des gens, on va dire pas forcément dans la police, mais ils se disent c'est le pot de fer contre le pot de terre, je vais pas le fatiguer. Il y a quelques courageux qui auront peut-être se battre, voilà, donc la société police en fait partie, il y a des collègues qui sont lanceurs d'alerte, qui sont dans des collectifs, mais la plupart se disent ouais, moi je vais privilégier, c'est déjà compliqué ma vie, je vais m'occuper de ma famille, de mes amis, faire le minimum et je vais pas aller voir plus loin parce que ça va être des emmerdes alors que je veux juste faire mon boulot dignement, mais ça va être trop compliqué. En tout cas, et du coup c'est pas compliqué d'être représentant syndical de la CGT? C'était compliqué au début. Ouais. Au début, il y a eu 2 choses compliquées. Au début, ça a été compliqué parce qu'au sein de la CGT, c'était pas forcément facile. Après, on a Thierry Lepan, qui était copain avec Cazeneuve et qui a préféré choisir son copain contre la CGT Police. Et après, on a eu une dernière fois où ça a été le plus compliqué, mais il y a un bien qui s'en est sorti. On a un syndicat, la CGT Infocom, qui a sorti des affiches que nous, on a trouvé scandaleuses avec des CRS, les pieds dans le sang, pour dénoncer des violences policières, qu'en fait, ce sont des violences de l'État. Nous, on a pu démontrer que c'était les ordonnés qui faisaient qu'engendrer des violences, et qui, nous le reprochent toujours. Donc ça, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, ça a montré aussi qu'au sein de la CGT, il y a des gens qui ont dit... qui n'étaient pas policiers, qui ont rendu leur carte de la CGT. On dit nous la CGT, on n'est pas contre la police. On a de la famille qui était morte au Bataclan, les policiers heureusement qu'ils étaient là. On veut cette police qui nous serve et qui nous protège. Et du coup, on a eu Philippe Martinez qui a pris fait et cause pour la police avec une police républicaine. Donc déjà au sein de la CGT ça a changé positivement. Au sein de nos collègues ça commence à changer parce qu'il y en a plein qu'on aura le bol. Il y a eu les policiers en colère qui disent au bout d'un moment on va se mettre où. Donc même s'ils n'adhèrent pas chez nous, ça facilite notre truc en plus. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Notre administration nous tire dessus à boulet rouge. Ça m'avait fait rire pour la petite anecdote, il y avait BFM TV, je sortais du direct. Le journaliste m'a dit juste après, le directeur général de la police était fou qu'on vous passe à l'antenne, surtout pour les propos que vous avez tenus. Je les confirme en fait, parce que c'est vrai. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai l'avantage, c'est que ils avaient essayé d'acheter mon prédécesseur, qui était aussi sous-brigadier, le garde le plus bas de la police, qu'on n'obtient que par l'ancienneté. Il lui avait proposé, on vous propose de passer brigadier. Ah ouais, brigadier, d'accord. En SWEP, c'est-à-dire qu'on s'engage à aller dans un quartier difficile, comme par exemple Aulnay, et on s'engage à encadrer des jeunes pendant 3 ans. En échange, on prend notre galon sans examen. Donc il dit ouais, moi je veux bien, mais je suis permanent syndical. Donc comment ça se passe? Je dois retourner sur le terrain et je suis plus permanent syndical. Il fait ah non, on vous met fictivement là-bas, vous prenez le poste et puis vous restez permanent syndical. Il fait donc vous êtes en train de me dire que je vais niquer un collègue qui n'aura pas le poste, qui est sur le terrain, qui pourra pas l'avoir parce que je lui ai pris. Et deuxièmement, vous êtes en train de me dire que sur place, les collègues n'auront pas l'encadrement parce que le mec qui aurait pu prendre le poste, il ne l'a pas pris. Parce que j'aurais préféré mon ego personnel. Il a dit, je vais refuser votre offre de corruption. Voilà. Par contre, Nicolas Comte, à l'unité EGP, à Villepinte, est affecté à Villepinte dans le 93. Et il apparaît son grade de chef grâce à un encadrement des gens. Et sur le bulletin de vote aux dernières élections, il est marqué affectation 93 Villepinte.
je vous mets au défi, il n'a jamais foutu les pieds là-bas. Il est permanent syndical. Donc voilà, on achète les gens sur leur truc, il y a des gens de conviction, dis-moi ce qu'on veut. La vérité, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous acheter. En tout cas, merci. Merci. Et voilà pourquoi on est obligé de s'investir dans la municipalité de Nouville. On est obligé. C'est un devoir pour nous. C'est une obligation. On ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus se prendre la tête à juste faire des émeutes, brûler tout, casser tout. Non, il n'y a rien à gagner avec tout ça. Non, là, ce qu'on veut, nous, c'est se faire entendre. S'il y a une émeute à faire, hein, la vraie émeute, c'est une émeute citoyenne. C'est venir discuter avec les personnes. Là, par exemple, on a un policier qui est venu, qui a donné de son temps. C'est ce qu'on veut, nous. On veut du dialogue. Hein, on veut une police avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger, avec qui on peut trouver des solutions. On en a marre d'être stigmatisés. Voilà, eux c'est des racailles, eux c'est des voyous, eux c'est des noirs, eux c'est des arabes, eux c'est des chinois, tout ce que vous voulez. Non, on en a marre de ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des émeutes citoyennes.